On est ravis de vous accueillir pour cette nouvelle rencontre IRL, donc qu'on avait rebaptisée Il reste loin, il reste lié. Donc c'était pour garder un peu ce terme de rencontre IRL qui nous était assez cher. Et donc on a décidé sur la première de cette année de parler vraiment d'un sujet qui est un peu majeur, qu'on voit beaucoup dans les médias en ce début d'année, c'est le sujet de la santé mentale. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives numériques autour de la santé mentale et qui sont là pour accompagner aussi bien les soignants, les patients et tout citoyen, toute personne en fait en France. Donc avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, juste quelques actualités concernant le Club Digital Santé. La première actualité, c'est que on est toujours partenaire donc, du Festival de la communication santé qui a lieu du coup en fin d'année et qui cette année a la particularité de coupler finalement les campagnes à la fois de 2020 et 2021. Donc n'hésitez pas à participer en envoyant vos campagnes. Et puis il y aura également toujours le prix Startup qui sera organisé avec le Club Digital Santé. Deuxième actu, c'est la prochaine finalement intervention qu'on aura, c'est dans le cadre de Santé Expo, qui a lieu du coup début mars. Et du coup, on va avoir une intervention autour de la gamification à l'hôpital, qui sera animée du coup par Didier Ménessier, qui est présent aujourd'hui. Et puis, dernière actualité, c'est qu'on a mis en place un partenariat avec la FNIM, qui est la Fédération nationale de l'information médicale, et on communiquera bientôt sur les actions qu'on va faire conjointement ensemble avec des beaux projets à venir. Donc tout de suite, je vais laisser la parole donc, à Delphine qui va nous introduire un peu ce sujet de la santé mentale et du digital. À toi, Delphine. Merci Rémi. Bonjour à tous. Et donc, je suis ravie de pouvoir faire l'introduction de cette première réunion IRL du Club Digital pour l'année 2021. Et en effet, comme tu l'as souligné, quand on a fait le point sur les différents sujets qu'on pouvait aborder, la santé mentale nous a apparu vraiment une évidence et à être vraiment en priorité, tant le sujet maintenant est vraiment extrêmement visible sur les réseaux sociaux, sur les études, on en parle constamment. Et ça nous paraissait important de pouvoir faire le point en quoi le digital pouvait apporter de l'aide à cette dégradation de la santé mentale. Alors, ce n'est pas évident de parler de santé mentale. Qu'est-ce que c'est la santé mentale? Je vous ai remis la définition de l'OMS. C'est un état de bien-être, faire face aux difficultés normales de la vie, travailler avec succès, être productif, avoir une contribution. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu fourre-tout et ça ne donne pas tellement les contours facilement de la définition. Mais on peut dire un peu schématiquement, avant le Covid, la santé mentale, c'était une journée, par exemple, mondiale le 10 octobre. C'était un plan d'action qui s'est inscrit sur 7 années de la part de l'OMS, dès 2013, mais ce n'était pas les priorités de notre, je dirais, de santé publique. Alors, quand on parlait de santé mentale et jeunes, puisqu'on va voir que, et de par les interventions, les jeunes sont vraiment très durement touchés, on trouvait santé mentale et éventuellement addiction, cannabis, alcool, réseaux sociaux voilà. Et donc, c'était pas forcément quelque chose qui apparaissait d'aussi évidente. Et puis, pour la petite anecdote, je vous ai mis le World Record Egg, vous savez, sur Instagram. Donc, c'est l'image la plus likée, près de 30 millions de likes en une après-midi d'après le Guinness Book. Et c'était une initiative d'un jeune étudiant pour sensibiliser sur la santé mentale, justement, dès janvier 2019. Donc, on en avait un petit peu parlé, mais là encore, ce n'était pas forcément le sujet principal. Et puis, en 2019 est arrivée la pandémie, le Covid. Donc là, je vous ai mis la capture du dashboard du suivi journalier de l'OMS. On est sur 2,3 millions de morts et 106 millions de personnes atteintes. Et en France, pour nous, ça s'est traduit surtout par des restrictions sanitaires très fortes, un confinement, reconfinement, déconfinement. Et on comprend que ça nous a vraiment tous atteints dans notre vie quotidienne. Voilà, c'est quelque chose sur lequel on a maintenant
on a à faire face. Et on va voir aujourd'hui, grâce à nos intervenants, qu'il y a des solutions concrètes qui vont permettre de redonner un peu de morale aux Français. Alors, ce n'est pas évident, il y a eu pléthore d'études. Trouver les bons chiffres et depuis, depuis début 2020, hein, on commence à toucher du doigt ce problème. Donc, moi, je me suis attachée à reprendre juste 3 grandes études qui sont intéressantes parce qu'elles sont hyper récentes et puis elles ont des belles cohortes. Alors, il y a l'étude Coviprev qui est menée par Santé publique France, qui a l'intérêt en fait d'être de mise en perspective des différentes phases de confinement, reconfinement par rapport à des populations qu'on va pouvoir suivre au long cours. Et donc, je vous engage, toutes les études sont référencées, vous pourrez retrouver comment les retrouver facilement sur le web. Ce qui est important, c'est de voir que les états anxieux et dépressifs sont vraiment très élevés et surtout la prévalence des états dépressifs ont été multipliés par 2 entre septembre et novembre pour l'ensemble de la population. Et quelles que soient les conditions de vie, la peur, l'inquiétude, on voit qu'il y a une santé mentale plus dégradée. Donc, ça sera intéressant aussi de le suivre au long cours. Une deuxième étude également très, très récente pour un institut de sondage qui s'appelle le GUESS. Là encore, une très forte cohorte, 10 000 personnes, et ça a été fait entre le 11 et le 28 janvier, paru, je crois qu'il y a quelques jours. Et là encore, on est sur des constats quand même assez catastrophiques et assez préoccupants. 31% des Français se déclarent ne pas avoir le moral, alors qu'on était sur une moyenne de 10%. Donc, il y a une grosse différence, 21%. Et les plus touchés sont les jeunes, les étudiants et aussi les catégories les plus aisées, les CSP+, et les diplômés. Donc, voilà, ça permet de cerner l'étendue des dégâts. Et en ce qui concerne les jeunes, j'ai retenu l'étude Ipsos qui a également été parue très, très récemment, le 28 janvier. 1300 personnes entre 18 et 24 ans. Et là encore, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 32% des étudiants se disent affectés personnellement en termes de santé. C'est plus 11 points par rapport à la population française. Et ils sont même très affectés par rapport à leur ou à un proche également, 61%. Et là, on a 15% de différence. Avec ces schizophrénies, autisme, enfin, sa dépression, c'est des troubles quand même assez sévères. Donc, ils disent qu'ils ont une atteinte de leur propre santé mentale à 61%, et les proches, 74%, et ils s'inquiètent même de la santé mentale des Français à 91%. Donc là, voilà, ça donne le là par rapport à l'état de santé des étudiants. Juste une petite pointe un peu business, pour le business de la mental tech. On voit que depuis 2016, grâce à l'étude de CB Inside, on a une véritable explosion des montants investis dans ce segment de la technologie de la santé connectée, plus de 2 milliards et 233 deals. Donc là encore, voilà, c'est aussi en termes de business un marché qui explose. Alors, oui, la santé mentale, elle est partout. On la voit sur les réseaux sociaux. Il y a l'initiative J'assume la psy, qui a été lancée par mon Sherpa. Et on a la chance d'avoir la possibilité d'en discuter avec Fanny Jacques. Également, l'association SPS qui a sensibilisé sur le moral des soignants, des aidants. Et à ce moment-là, nous aurons Catherine qui va nous parler également de ces actions. Capcode, qui a une étude Confin. Donc là encore, on aura la chance de pouvoir en bénéficier avec Adèle. Et j'aurais envie de dire, voilà, il y a de multiples initiatives dès lors qu'on cherche pour accompagner notamment les jeunes, des initiatives de nos institutionnels, les universités qui ont fait Jeunes et Covid, ou un site soutienétudiant.info. Là-dessus, il y a énormément de solutions qui sont déployées. Et même, voilà, on a la chance, en ce moment, sur Arte, il y a une série qui est super, qui commence, qui s'appelle En thérapie. Donc là, voilà, je dirais, nous sommes immergés dans le thème de la santé mentale. Alors, je vais commencer à donner la parole à notre première intervenante, donc Catherine Cornibert, pour l'association SPS. Merci Delphine, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie
de pouvoir intervenir ce soir sur un sujet aussi grave, mais néanmoins important à regarder et à voir surtout ce qu'on peut faire. Donc, je suis en fait Catherine Cornibert, je dirige les actions et la communication de l'association SPS depuis maintenant 5 ans. Et l'association SPS s'appelle Soins aux professionnels de la santé, qui a 2 missions, à la fois accompagner et soutenir tous les professionnels de la santé en souffrance. Et la deuxième mission, c'est d'agir en prévention. Donc l'association a 5 ans, ça veut dire que la souffrance des soignants n'est pas récente et la crise sanitaire n'a fait qu'exacerber une souffrance qui existait déjà. Et il y a 5 ans, c'était tabou, il ne fallait pas en parler. J'ai envie de dire, la crise sanitaire nous aura au moins permis, aux soignants et à tous les professionnels de la santé d'être reconnus. Donc pendant les 15 prochaines minutes, voilà, si vous le voulez bien, je vais faire un état des lieux des soignants, mais de tous les professionnels de la santé en France, sur leur morale, mais sur leur état, pas de santé mentale seulement, mais sur leur état de santé global, puisque ça a un impact effectivement sur leur état de santé, à travers quelques études dont je pourrais vous parler. Les causes aussi, on voit que leur souffrance a de multiples causes et qu'elles ont évolué depuis 1 an. Mais surtout, j'ai envie de dire, là où on pourrait agir pour essayer de les aider, en tout cas en prévention, pour essayer d'éviter cette vulnérabilité. Alors oui, je vais surtout parler de la santé des soignants, de la santé des professionnels de la santé. C'est 2 300 000 personnes en France, donc ce n'est pas que les soignants. Et c'est ce premier confinement qui avait dit au départ, les soignants, nos héros, bah oui, pourquoi? Parce qu'ils soignent les gens, ils soignent la population. Et on sait que l'état psychologique d'un soignant atteint, c'est une qualité de soins qui est atteinte. Donc, un soignant qui ne va pas bien, c'est un patient qui est mal soigné. Donc, c'est un impact effectivement énorme, pas que la santé mentale, mais la santé d'un soignant sur la qualité des soins. Et ça, c'est pour ça aussi qu'on s'en est occupé, parce que les conséquences peuvent être dramatiques, que ce soit un médecin, un anesthésiste, un chirurgien, mais même un ambulancier, un ergothérapeute ou un pharmacien. Dès l'instant où il n'est pas bien, ben, c'est un patient qui est mal soigné. Donc, au-delà de ça, vous verrez aussi qu'on a été très sollicité, comme vous disiez, Delphine, les étudiants ne sont pas en bonne santé. Donc, de ce fait, nous, par rapport à notre dispositif, dont je vais vous parler dans quelques minutes, on est également très sollicité par les étudiants parce qu'actuellement, il y a très peu de dispositifs qui sont ouverts la nuit. Les étudiants souffrent, et je vais dire tout de suite quelques chiffres, hein, même si vous l'avez dit. C'est 50% qui souffrent d'isolement, c'est 50% qui sont en détresse psychologique, c'est 11% qui ont déjà eu des idées suicidaires. Voilà, par rapport à ça, ils n'ont pas tellement d'outils. Et je vous invite à regarder une étude du JAMA où il y avait 70 000 répondants à cette étude qui montrait effectivement que parmi tous les étudiants, il y en avait très peu qui consultaient les professionnels de la santé, les psys comme ils disent, parce qu'ils ne voulaient pas être stigmatisés par leurs copains, et 3% uniquement les santé universitaires. Alors, pour revenir aux soignants, on a fait, nous, en fait, 3 enquêtes l'année dernière qui ont montré que 80% n'avaient pas été soutenus psychologiquement pendant le premier confinement. Donc, c'est énorme, 80% ne se sont pas sentis soutenus psychologiquement. Il y a 2 causes à ça, c'est manque de protection et puis aussi problème de management dans l'équipe. Donc ça, c'est la première étude qu'on a fait via les réseaux sociaux. On a eu 1500 réponses. On a fait une étude via infirmier.com pour mesurer l'état psychologique face au deuil. Et pareil, c'était très important dans l'approche, puisque parmi cette étude, on a eu 400 réponses, 30% se sentaient irritables, 18% ont besoin de parler et d'échanger, et puis plus de 20% avaient du mal à s'endormir. Puis une troisième étude qu'on a faite qui ont montré exactement les mêmes choses, cette fois-ci pas au niveau des hospitaliers, pas au niveau des infirmiers, mais au niveau des préparatrices en officine, qui ont montré également, elles, qu'elles étaient harcelées au comptoir parce qu'elles n'arrivaient pas à délivrer des masques. Elles étaient, non pas même harcelées, mais agressées physiquement. Donc, on est dans un monde quand même de fous.
elles ont énormément souffert aussi par rapport au Ségur parce que le métier des préparatrices officines n'était pas reconnu dans le métier des professionnels de la santé, d'ailleurs tout comme les sages-femmes. Donc elles ont eu cette double peine, j'ai envie de dire, à la fois d'agression, de souffrance et de manque de reconnaissance. Au-delà de ces études, et je vais parler un petit peu de nos dispositifs et de la légitimité aussi de vous parler de la santé des soignants, l'association SPS a développé depuis 2016 une plateforme nationale d'écoute qui est le 0805 23 23 36, qui est une plateforme gratuite, ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, anonyme et confidentielle, avec 100% de décrochés et surtout une centaine de psychologues qui écoutent. C'est des psychologues experts, formés, plutôt seniors, qui sont tous des psychologues qui sont cliniciens, qui sont en libéral et qui écoutent pour les soignants, tous les professionnels de la santé, mais aussi qui réorientent vers notre réseau national du risque psychosocial qui est composé de psychologues, de médecins généralistes et de psychiatres. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est qu'on a reçu l'année dernière, en 2020, 6 000 appels. 6 000 appels avec des pointes pendant le premier confinement à 200 appels par jour. Donc, ce n'est pas juste des petits appels pour dire bonjour. On estime entre 10 et 15% d'idées suicidaires sur ces appels. On a eu, pour vous dire, sur ces 6 000 appels, 20 appels d'urgence vitale. Ça veut dire que suicide imminent a déclenché une urgence, donc avec un suicide imminent. Donc, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est beaucoup parce que si on a pu effectivement sauver quelques vies, c'est quand même énorme. Alors, sur cette plateforme, comme on est dans le Club Digital Santé, en dehors de ce numéro vert, on a une application qui s'appelle Appli SPS que je vous encourage tous à télécharger sur votre smartphone. Pourquoi? Parce que vous pouvez choisir, en fait, et là, si vous voyez un petit peu sur ça, vous avez en direct les psychologues en ligne qui parlent pour la plupart, enfin en tout cas français, mais quelques-uns qui parlent plusieurs langues. Et en vert, là, par exemple, en direct, j'ai 7 psychologues qui sont disponibles, que vous pouvez d'ailleurs tester. Et j'en ai actuellement 6 qui sont en consultation actuellement auprès d'un psychologue. Donc, c'est des soignants et aussi maintenant des étudiants pour qu'on les écoute, pour qu'on essaie de voir quel est leur problème et surtout aussi les réorienter vers une prise en charge médicale. Donc, voilà un petit peu l'état des lieux. Donc, c'est grave quand même. Les causes, elles sont multiples. En tout cas, elles ont évolué. Première partie de l'année, pendant le premier confinement, ils appelaient parce qu'ils étaient anxieux. À la fois, on les applaudissait, mais on les rejetait. Ils avaient peur de transmettre leur virus. Et la deuxième partie, je pense, le deuxième confinement, c'est juste qu'ils étaient épuisés, pas de vacances et sur le front tout le temps. Et aussi avec moins de solidarité qu'il y a eu au mois d'avril l'année dernière, donc ils se sont sentis un petit peu plus délaissés et dans ce cadre-là. Enfin, bon, je vais vous parler maintenant des solutions qu'on a pu mettre en place, parce qu'à travers les études que nous avons lancées, il y a un élément essentiel qui me paraît vraiment très intéressant à vous communiquer, et c'est le besoin de ressources qu'ont les professionnels de la santé. Évidemment, il y a les plateformes d'écoute qui peuvent un petit peu les soulager. Il y a les consultations auprès des psychologues, psychiatres et autres psys. Mais en tout cas, ce qui demande, mais pas à 5, 10, 15%, à 70%, ce qui demande, c'est des ressources. Quand je l'appelle des ressources non médicamenteuses, y compris d'ailleurs l'étude qu'on a fait auprès des préparatrices, c'est des ressources pour se relaxer, pour méditer, l'hypnose, l'activité physique, la relaxation, pour avoir des astuces pour mieux dormir, pour l'alimentation, sur l'addiction aussi, parce que ça cogne aussi au niveau de l'addiction, notamment des professionnels de la santé, mais aussi des étudiants. Donc, c'est un besoin de ressources important. On l'avait identifié, nous, au début de 2019, c'est pour ça que c'est aussi notre deuxième mission. On l'a encore plus identifié comme un besoin essentiel en 2020 à travers ces études pour organiser déjà début 2019 ce qu'on appelle des JAD, des journées d'ateliers dynamiques et d'échanges en santé autour des 4 thématiques: gestion du stress,
mode de vie, alimentation, coaching et management, et qu'on a digitalisé fin novembre. Et depuis fin novembre, alors vous allez voir tout ça sur notre site asso-sps.fr, événement IJAD, vous avez la possibilité de vous inscrire gratuitement 2 à 3 fois par semaine entre 7h et 8h. Et d'ailleurs, en ce moment, à 7h, il y en a un sur l'autodéfense qui donne la possibilité aux professionnels de la santé de participer pendant 1 heure, d'être sensibilisés à ces ateliers de ressources pour pouvoir aller mieux. Voilà, c'est de la prévention, c'est efficace. Depuis le 15 novembre, on a formé déjà 800 personnes. Donc, on a entre 10 et 80 personnes à chaque fois qu'on organise, en tout cas, c'est IJAD. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, n'est pas forcément suffisant, mais qui peut déjà sensibiliser un certain nombre de personnes dans ce qu'on appelle soit les médecines complémentaires alternatives ou les interventions non médicamenteuses qui sont scientifiquement prouvées. Quand on parle de méditation, il y a des publications scientifiques sur le sujet. D'ailleurs, les militaires utilisent beaucoup ces ateliers. Voilà, donc tout ça est mis en place par l'association au-delà de l'état pompier qu'on peut avoir sur des gens qui sont en idée suicidaire ou qui ne vont pas très bien. Notre enjeu de demain, c'est surtout d'agir en prévention, de leur donner des ressources qu'on n'a plus. Hein, on ne voit plus personne, on ne sort plus, on n'a plus d'activité physique. Essayons de leur proposer en tout cas une boîte à outils pour aller mieux demain. Voilà, je finirai pour vous dire que l'association est reconnue d'intérêt général, qu'elle s'est fait connaître à travers, puisque là je vais en parler ce soir, trois grosses campagnes de communication l'année dernière grâce au digital, et je voudrais le souligner en conclusion. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, on est passé par une plateforme d'intelligence artificielle qui s'appelle DeepReach, où du jour au lendemain, c'est-à-dire en 5 jours, on est passé de 5 appels par jour à 200 appels par jour et de façon géolocalisée. On a eu 215 000 visiteurs uniques sur notre site avec des pics à 15 000 visites par jour sur notre site. Donc, on a changé de dimension grâce à cette campagne de communication et le contexte actuel. Quand je vous dis, ce n'est pas que le contexte, parce que dans le même ordre d'idée, la plateforme du ministère a fait 300 appels alors que nous, on en a fait 6 000. Donc, la communication digitale marche. Donc, ça, vous le saviez, hein, je n'ai pas, à le promouvoir ce soir en tout cas, mais Facebook a énormément marché. En tout cas, tous nos numéros verts dans lesquels on a communiqué a servi à promouvoir en fait notre numéro vert, notre dispositif d'accompagnement psychologique, et c'est bien notre attention, puisque pour vous donner un ordre d'idée, en 6 semaines, on a fait 130 millions d'impressions sur les réseaux sociaux, qui nous a permis effectivement d'être connus, reconnus aussi par le ministère de la Santé et la HAS. Et maintenant, on s'occupe, puisqu'ils sont venus vers nous, des étudiants et pour essayer de les accompagner dans leur détresse psychologique parce qu'ils en ont bien besoin. Donc voilà, votre disposition en tout cas sur le site asso-sps.fr. Toutes les études sont sur notre site, il est riche, entre guillemets riche par rapport aux informations que j'ai pu vous donner ce soir. Écoutez, je suis à votre disposition en tout cas pour répondre à toutes les questions de l'association aussi, mais de l'environnement des soignants, de tous les professionnels de la santé et maintenant aussi des étudiants. Merci beaucoup, Catherine. Donc, Delphine, je te laisse peut-être introduire notre prochain intervenant. Oui, alors, attends, parce que moi, du coup, j'ai pas... Hop. Pendant la transition de Delphine, j'en profite aussi pour dire qu'on a un site pour les étudiants qui s'appelle soins au pluriel, tiré du 6 AUX, tiré du 6 étudiants, dans lequel on a aussi également en tout cas pas mal d'informations, notamment sur la mise à disposition du dispositif SPS. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat non plus. Hein, donc, on fera une séance de questions. Est-ce que vous voyez le partage d'écran? Oui, oui, super. On voit bien. OK, alors je vais donner la parole à Adèle Merbaki de Capcode. Merci. Adèle, je te laisse partager la présentation. Ça marche. Et voilà. Donc, du coup, hop. Et... Merci beaucoup. Bonjour, Adèle.
Parfait. Cheveux repoussent, Adèle. Oui, d'ailleurs, c'est assez marrant de voir l'impact du confinement sur la capacité capillaire des êtres humains. Je suis une caricature de cet élément-là. Déjà, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, normalement, vous voyez mon écran si c'est bon. Nickel. Petit détail, c'est Adèle Mebarki, mais c'est pas grave, ça m'arrive à peu près 10 fois par jour qu'on m'appelle Merkabi, mais c'est pas grave. Donc, je vais présenter une étude qu'on coporte avec deux autres entités, une entité qui s'appelle Capa Santé, qui est une CRO, donc une entreprise de recherche privée qui fait des études observationnelles, Capcode de notre côté, que je vais introduire un peu plus tout à l'heure, qui nous occupons notamment du recrutement et de la valorisation des résultats. Et puis, l'équipe de recherche de l'Université de Bordeaux qui porte la cohorte iShare, qui est une des plus grandes cohortes européennes d'étudiants, qui suit la santé mentale des étudiants depuis un peu plus de 7-8 ans maintenant, en mémoire, et qu'on a eu la chance d'avoir en collaboration sur ce projet-là. Je vais commencer par introduire Capcode et les travaux qu'on a pu mener depuis le début de la pandémie Covid-19. On a deux grands projets qu'on a menés dès le début du premier confinement, donc qui sont Confin et Épilogue. Aujourd'hui, je vais plus m'attarder sur Confin, qui est l'étude et le suivi de l'impact émotionnel, psychologique et comportemental de la population générale, et je vais en parler plus en détail. Juste un petit point pour vous donner un peu de visibilité sur ce qu'on fait. Alors nous, Capcode, on a une start-up qui est spécialisée en analyse de données médicales à travers l'analyse des réseaux sociaux. Donc en fait, notre métier, il est avant tout d'analyser l'expérience patient, de résumer l'expérience patient pour les différentes parties prenantes dans l'industrie de santé, qui peuvent être les autorités de santé, les laboratoires pharmaceutiques ou les équipes de recherche. Et donc, notre métier, il est avant tout de pouvoir extraire de la donnée et la rendre intelligible pour les différentes parties prenantes. Dans le cadre de la pandémie, on a très vite en fait, voulu participer à cet effort en essayant de produire de la connaissance scientifique. Donc, on partit avec l'analyse des réseaux sociaux, mais c'est plus lié à la plateforme Épilogue qu'on a développée depuis le début de l'épidémie, et notamment avec la cohorte que nous comportons avec les équipes iShare et Capa Santé. Et donc, l'objectif d'Épilogue, on l'a positionné sur 3 éléments. Épilogue sert principalement à analyser et à identifier les jeux de données ouverts qui sont mis à disposition par les autorités, les analyser, les mettre à disposition du grand public. Un deuxième objectif qui concerne la mise à disposition d'informations médicales autour du Covid-19 à travers l'analyse des réseaux sociaux. Donc, dans ce cadre-là, on a travaillé beaucoup sur l'acceptabilité des politiques publiques, comment les Français percevaient le port du masque, comment le confinement a été perçu avec une évolution dans le temps. Et puis, on a beaucoup travaillé aussi avec des équipes de la Sorbonne sur la désinformation. Donc, on a autant travaillé sur les fake news autour de la création du virus que sur les réseaux anti-masques ou sur les réseaux anti-vax. Et puis, on a eu la chance assez rapidement et de manière assez spontanée de lancer cette e-cohorte, donc je vais en parler un peu plus en détail aujourd'hui, qui vise notamment à recueillir du ressenti et de l'impact émotionnel et psychologique, et aussi comportemental. Donc, je ne vais pas forcément mettre l'accent sur ce point aujourd'hui, mais cette cohorte est assez riche en termes d'objectifs. Alors, on a globalement, pour vous donner un peu des idées de comment ça s'est organisé, en moins de 4 semaines, on a eu la possibilité de développer un site vitrine qui permettait de recruter en population générale, donc des citoyens, pour répondre à ces questionnaires. On a aussi mis à disposition ce qu'on appelle un ICRF, donc un outil de questionnaire en ligne qui permet de répondre à ces différents questionnaires. Et l'objectif était d'avoir une analyse mensuelle, et donc un questionnaire mensuel à remplir pour l'ensemble des participants, donc depuis tout début avril 2020 jusqu'à aujourd'hui. Et on a eu la chance, notamment sur la partie recrutement, de compter aussi sur l'université Paris-Saclay, et plus particulièrement le Master Marketing de la Santé de Châtenay-Malabry, qui nous a aussi aidé sur le recrutement des différents participants.
Je commencerai avec les courbes d'inclusion. Donc, globalement, on a eu 2 typologies de populations qu'on a visées dans le cadre de cette étude. Une population générale, donc tout venant, avec cette idée d'essayer de comprendre l'impact, notamment en termes de santé mentale, sur la population générale, et puis un focus sur une deuxième population d'intérêt, qui sont les étudiants. Et donc, en fait, on a vraiment essayé, depuis le début, de construire le protocole de cette étude, de sorte à pouvoir vraiment comparer l'impact en santé mentale pour les étudiants versus la population générale, et de pouvoir avoir objectivé un peu les perceptions et toute l'actualité qu'on peut voir aujourd'hui. Donc, on a pu suivre pendant un peu moins d'1 an, un peu moins de 4000 participants, sachant qu'il y a 38 personnes qu'on n'a pas pu inclure, notamment par rapport à des données manquantes. Et si on s'intéresse aux populations aujourd'hui suivies, on a un peu plus de 60% de la cohorte qui est constituée d'étudiants et un peu moins de 40% de population générale. C'est assez normal, notamment parce qu'on a pu, grâce aux équipes de recherche iShare, on a pu communiquer auprès de cette cohorte-là, et donc on a eu une adhésion forte des étudiants du fait de leur expérience dans le cadre de l'étude iShare. En termes de thématiques, alors comme je vous disais, on a différents sous-objectifs. On en a publié un certain nombre aujourd'hui. On a encore, c'est la beauté de la science et des revues des revues scientifiques. On a encore aujourd'hui quelques papiers qui sont en revue. Mais aujourd'hui, j'ai essayé d'isoler quelques chiffres autour de la santé mentale, notamment autour des antécédents psychologiques, des syndromes dépressifs, de l'anxiété, des idées suicidaires, du sentiment de solitude et du stress. Et puis, j'ai voulu aussi mettre là en avant 3 autres éléments autour de la consommation, donc l'évolution de la consommation vis-à-vis des médicaments, du tabac, du cannabis et de l'alcool, pour essayer de mettre en exergue aussi cette problématique de santé publique qui est assez liée et qui d'ailleurs a fait l'objet de beaucoup de prévention, notamment par les autorités de santé. Avant de commencer sur les chiffres qu'on a pu avoir pendant la pandémie, je voulais contextualiser en ayant le premier chiffre qui était que dans l'échantillon que nous avons pu suivre, il y avait déjà en population générale un peu plus de 20%, et dans les étudiants aussi un peu plus de 20%, de personnes qui déclaraient des antécédents psychologiques. Donc on ne partait pas d'une population, ce qui n'est pas si surprenant que ça quand on regarde la population générale, mais ça permet au moins de contextualiser et de voir que ces difficultés de santé mentale étaient déjà présentes lors de l'inclusion dans la cohorte. Et puis, quand on s'intéresse en termes de chiffres autour de la santé mentale et plus particulièrement des syndromes dépressifs, on a fait passer une échelle d'auto-évaluation validée qui s'appelle la PHQ-9, qui permet de scorer le niveau de symptômes dépressifs. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une population générale qui, un peu plus de la moitié, déclare des effets, des symptômes dépressifs moyens à sévères, quand on est à une majorité plus importante dans la population étudiante. Sur ce premier point, on voit déjà une tendance importante qui est qu'il y a un impact en termes de symptômes dépressifs, mais qu'il est plus prégnant dans la population des étudiants. Si on s'intéresse aux symptômes anxieux, là aussi, nous avons utilisé une échelle d'auto-évaluation validée qui s'appelle 4-7. En regardant les symptômes anxieux, on voit qu'un peu moins de la moitié de la population générale déclare des symptômes anxieux, là où plus de la moitié des étudiants se retrouvent avec un symptôme anxieux déclaré. Et on voit bien, encore une fois, dans ces chiffres-là, qu'on a une population un peu plus fragile, ou en tout cas plus touchée par ces problématiques de santé mentale. Concernant les pensées suicidaires, alors là, pour le coup, ce n'est pas une échelle validée qu'on a utilisée, c'est vraiment du déclaratif des participants, et on a un peu plus de 8% de la population générale qui, aujourd'hui, déclare avoir eu des pensées suicidaires pendant l'épidémie, là où, encore une fois, chez les étudiants, on a un peu plus de 12,7% des participants qui déclarent avoir eu des pensées suicidaires. Je vais faire le lien sur ce point-là en conclusion, mais c'est assez important et on voit bien les différents sujets
et les différents impacts qu'on peut analyser, qu'on peut objectiver sur ces notions de santé mentale. Sur les notions de stress, paradoxalement, on a voulu évaluer l'avant-après. Là, pour le coup, on a utilisé une échelle d'auto-évaluation qui s'appelle Likert, qui va vous scorer sur un score de 10 niveaux. Et on voit en fait qu'en population générale, en population étudiante, on a une modification qui n'est pas si importante. On a une toute légère évolution côté étudiant, ce qui est paradoxal si on compare avec le niveau de stress déclaré. Et pour le coup, c'est des choses qu'on doit affiner, sachant que nous avons, donc comme je vous le disais, la cohorte a un suivi depuis déjà avril 2020. Donc on a fait ces chiffres-là sont vraiment des chiffres lisses toute la période, d'avril jusqu'à fin janvier. Et je pense que si on regarde à différentes périodes, notamment pendant le premier confinement, pendant le deuxième confinement et pendant les déconfinements, on va avoir des chiffres qui vont changer. Mais en tout cas, si on regarde sur l'ensemble de la période, le niveau de stress est resté quasi équivalent. On peut considérer que ces chiffres-là montrent que le niveau de stress était déjà important un peu avant l'épidémie avec l'anxiété autour du coronavirus, mais ce ne sont que des suppositions aujourd'hui qu'on ne peut malheureusement pas valider à ce stade. Enfin, le sentiment de solitude, là aussi, c'est via l'échelle Likert. On a une population générale qui a un sentiment de solitude qui est de l'ordre d'un peu plus de 30%, là où encore une fois, les étudiants sont plus touchés par rapport à ce sentiment de solitude. Si on s'intéresse maintenant aux consommations, notamment aux consommations de médicaments pour dormir, on a un léger impact un peu plus important chez les étudiants, mais ça reste peu significatif. On a une surconsommation des médicaments pour essayer d'optimiser son sommeil et de trouver le sommeil, ce qui, dans d'autres études qui ont fait l'objet de publications scientifiques, ont été démontrées notamment en lien avec le confinement et le manque d'activité sociale. Si on parle de consommation de tabac, alors pardon, c'est beaucoup de chiffres, mais j'essaie vraiment d'essayer d'objectiver au maximum et j'essaie de sortir les chiffres les plus intéressants, mais si on regarde sur la consommation de tabac, on avait un peu plus de 30% et un peu moins de 20% des participants qui déclaraient consommer 2 fois par semaine de l'alcool. On voit qu'en tout cas, pendant l'épidémie, il y a eu une augmentation de la consommation d'alcool, que ce soit en population générale ou en population étudiante. Et paradoxalement, alors que sociologiquement, j'aurais pensé le contraire, les populations étudiantes ont moins consommé d'alcool. Ça peut être lié notamment à des notions de catégories socio-professionnelles qu'on n'a pas forcément liées dans ces chiffres-là, mais qui pourraient être intéressants à objectiver. Enfin, concernant la consommation de cannabis, on a une légère, pas si importante que ça, une légère augmentation de la consommation de cannabis pendant l'épidémie. Et on voit pour le coup que la population étudiante est plus consommatrice sur cette substance-là. Je voulais vraiment isoler ces notions comportementales pour essayer de lier au-delà de la santé mentale, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de santé mentale uniquement sur des symptômes, mais il y a tout un univers autour qui va amener à des consommations psychotropes ou des consommations de cannabis ou autres, qui vont avoir un lien ou un impact sur la prise en charge en termes de santé mentale. Si je devais retenir trois éléments importants, donc avec ces chiffres-là, on le voit bien, on en parle depuis maintenant pas mal de semaines qu'il y a un réel impact en termes de santé mentale sur la population française en général. Et c'est un enjeu aujourd'hui de santé publique majeur, mais ça n'a, encore une fois, ce n'est que mon humble avis, mais la prise en charge de la santé mentale est un enjeu de santé publique qui est vrai depuis beaucoup de temps déjà et qui est un enjeu de santé publique majeur depuis pas mal d'années. La crise a exacerbé des choses qui étaient déjà existantes, mais on a vraiment une exacerbation de ces sujets-là qui deviennent urgents à traiter d'un point de vue de santé publique. Et avec cette notion que les étudiants sont une population plus fragile, qui sont plus touchés par ces notions de santé mentale. Et enfin, la consommation globalement a légèrement augmenté, mais pas autant que ce qu'on aurait pu imaginer. Et potentiellement, ça peut être lié à des spots de prévention qui ont, nous l'espérons, eu pas mal d'impact.
Avant de terminer par un point particulier sur l'étude Confin, un des enjeux qu'on a, c'est qu'on travaille en ce moment sur l'analyse de la santé mentale des étudiants déclarés sur Twitter, par exemple. Et ça pourrait être intéressant de comparer les résultats des réseaux sociaux et de ce que déclarent les étudiants sur les réseaux sociaux versus ce qu'on retrouve sur Confin. Et puis, un élément qu'on voulait ajouter, c'est que jusqu'à présent, on faisait de l'analyse mensuelle. Donc, on demandait aux participants de répondre à des questionnaires de manière mensuelle. Et à partir du début du mois prochain, donc de début mars, on va mettre à disposition une application mobile qui vise à avoir une expérimentation de suivi à travers un questionnaire qui s'appelle l'ESM, un suivi quotidien de la santé mentale avec une auto-évaluation, notamment en termes de stress, d'anxiété et de symptômes dépressifs. L'objectif est de voir si on est capable de capter des participants et des étudiants sur un usage quotidien de ce type d'outils numériques et pouvoir avoir un meilleur suivi plus proche du quotidien des étudiants sur ces points. Et donc, notre graphiste a ajouté ces super photos, mais en tout cas, c'est une application qui sera disponible gratuitement, naturellement, à partir de début mars. Voilà pour la restitution que je voulais vous donner aujourd'hui, dans le cadre du Club Digital Santé. Et je reste naturellement à votre entière disposition pour toute question complémentaire. Merci Adèle. Là, si vous avez des questions, on fera une session de questions-réponses juste à la fin des différentes interventions. En tout cas, on voit qu'il y a des chiffres vraiment intéressants et qui confirment finalement un peu ce qu'on peut ressentir chacun à notre niveau, en fait. Donc Delphine, je te laisse la parole. Alors maintenant, nous allons laisser la parole au docteur Fanny Jacques, qui est fondatrice de Mon Sherpa et directrice santé mentale chez CARE. Je vous laisse partager vos diapos. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, c'est moi qui partage mes diapos, c'est ça? Je n'étais pas certaine. Oui. Ok, ça me va, pas de souci. Est-ce que c'est OK pour vous? C'est bon. Ouais, super. Bonsoir à tous. Donc, moi, je m'appelle Fanny Jacques, je suis psychiatre. J'ai cofondé une société il y a 4-5 ans maintenant qui avait justement pour idée de promouvoir la santé mentale, de digitaliser, d'innover en santé mentale avec donc il y avait 2 produits principaux, de la téléconsultation avec des psychiatres et puis une application de soutien psychologique, Mon Sherpa. Dont je vais vous parler plus spécifiquement aujourd'hui. Et donc, cette société qui s'appelait Doctopsy et qui a vécu 4-5 ans, qui nous donne déjà un assez bon recul sur la téléconsultation et puis sur les outils digitaux et les thérapies numériques, elle a été acquise par CARE. Donc, CARE, c'est une plateforme de téléconsultation qui existe depuis 3-4 ans, qui fait qui fait de la téléconsultation dans 40-50 spécialités et qui avait envie de faire de la santé mentale justement une verticale assez forte. Donc, du coup, elle a acquis Doctopsy. Avec toute mon équipe, on est arrivé il y a tout pile 1 an chez CARE. Et donc, on continue de piloter toute cette partie psy, donc avec de la téléconsultation avec des psychiatres et des psychologues, des offres aux entreprises sur la prévention des risques psychosociaux et donc toujours le déploiement de ce fameux Sherpa que je viens vous présenter ce soir. Alors, Mon Sherpa, vous en parliez tout à l'heure en introduction, on l'a créé moi je l'ai créé vraiment pour plusieurs raisons. Avant de créer Mon Sherpa et ma société, j'étais installée en cabinet, moi, depuis une dizaine d'années, comme psychiatre. Donc, et j'ai vraiment ressenti plusieurs besoins chez les patients. Déjà,
Ils avaient du mal à venir me voir, à oser franchir la porte du cabinet. Ils préféraient faire croire qu'ils allaient chez le coiffeur plutôt que de dire qu'ils allaient chez le psy. C'est encore le cas à présent et c'est pour ça, tout à l'heure, vous en parliez, qu'on a lancé, je vous invite à aller regarder sur les réseaux sociaux, on a lancé ce hashtag « J'assume la psy ». CARE a lancé ça pour justement essayer de déstigmatiser et de rendre un peu la psychiatrie moins tabou. Donc, mon Sherpa, c'était aussi là, c'était un peu dans ce sens-là aussi, c'était de se dire, je vais essayer d'accompagner les personnes à s'intéresser à leur santé mentale, à leur bien-être, à s'interroger et puis peut-être pour certains, franchir la porte d'un cabinet. Bon, les statistiques, on ne va pas trop y revenir, mais bon, il y a une personne sur 5 qui va être atteinte à un moment de sa vie de difficultés psychiques en France. Et c'est une des premières dépenses sur les maladies chroniques au niveau de la santé, de la sécurité sociale. Donc, vraiment, la santé mentale, c'est un enjeu de santé publique très important. Et pourquoi? Parce que je pense qu'on ne fait pas assez de prévention. Les gens, effectivement, ils n'osent pas aller voir un psy. Même quand ils osent y aller, finalement, ils vont avoir des grosses difficultés d'accès aux soins. Le délai d'attente pour aller voir un psychiatre, il est très long en France. Ça fait partie des spécialités vraiment sous-dotées. D'où l'intérêt aussi, je pense, de la téléconsultation. Quand on voit son psy, finalement, on le voit pas très, très souvent. Quand enfin on arrive à en voir un, on va pas le voir très fréquemment. Et entre deux rendez-vous, on va être un peu tout seul. Souvent, la psy, c'est quand même sur du long cours. Ce sont des pathologies qui peuvent être chroniques. Et si on n'est pas bien accompagné entre deux rendez-vous ou pas suffisamment, on va lâcher. Donc, il y a aussi un problème d'observance au niveau de la thérapie et des soins en psychiatrie. Et donc, mon Sherpa, on l'a conçu pour tout ça, pour digitaliser et innover en santé mentale, pour rendre la psy un peu plus accessible, pour donner envie aux gens de s'y intéresser et pour motiver les personnes qui sont en thérapie de continuer de progresser entre deux rendez-vous et puis pour pas qu'elles restent toutes seules finalement. Bon, c'est un marché en expansion, tout ce qui est thérapie digitale, thérapie numérique via le smartphone. Je vous ai cité 3 très belles applis, mais il y en a d'autres. Alors, deux applis qui sont une appli anglaise, Headspace, qui est plutôt sur de la méditation, et puis Calm également. En France, on a Petit Bambou, notre licorne nationale, avec 7 millions d'utilisateurs, qui d'ailleurs a un partenariat avec Mon Sherpa. Nos exercices de méditation sont des exercices de Petit Bambou. En France, ce n'est pas encore trop développé le marché de la thérapie digitale en ligne. Alors, Mon Sherpa, on a mis un petit peu de temps à le sortir. C'est sorti en octobre 2019 sur les stores. Aujourd'hui, on a à peu près 120 000 téléchargements avec un bon taux de rétention. Donc, la rétention, c'est le nombre, c'est comment est-ce que les patients, au bout de temps, de 28 jours par exemple, vont rester sur l'appli. On est assez mis en avant sur les stores. On entend plutôt parler de nous, donc moi, je suis très contente. Et là, surtout, donc, il y a eu, Mon Sherpa a été élu dans les meilleures applis de développement personnel sur les stores Android, sur Google Play. Et puis aussi, on a obtenu le prix du jury au Congrès de l'encéphale. Le Congrès de l'encéphale, c'est un gros congrès qui réunit les psychiatres et les psychologues français. Et donc, on a obtenu le prix de l'innovation, donc on en était très heureux. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche, Mon Sherpa. Alors, la colonne vertébrale de Mon Sherpa, c'est un chatbot. Donc, c'est un petit robot conversationnel qui va en fait discuter avec l'utilisateur. Tous les dialogues sont rédigés par une collègue à moi qui est psychiatre, une psychologue et par moi-même. Donc, évidemment, au bout de la chaîne, il y a quand même un être humain. Tous les dialogues sont des dialogues médicaux rédigés donc, par des professionnels de santé. Donc, en fait, quand vous allez télécharger Mon Sherpa, donc déjà, je vous le précise, c'est une appli qui est entièrement gratuite en ce moment. Enfin, là, avec la Covid, en tout cas, elle l'est. Mais voilà, au niveau des fonctionnalités, là, vous pouvez la télécharger. C'est gratuit. Quand vous la téléchargez, elle va vous poser des questions. À la fois il y a des questionnaires de santé plutôt médicaux, puis à la fois des questionnaires de personnalité.
Une fois que vous avez répondu à ces questionnaires, vous allez avoir une sorte de profil utilisateur. On va trouver, on va recueillir chez l'utilisateur, est-ce qu'il est plutôt à tendance anxieuse? Est-ce qu'il a des petits symptômes de dépression, des problématiques de sommeil, de confiance en lui? Sur quoi est-ce qu'il veut travailler? Et selon le profil, en fait, on va lui pousser des parcours et des activités adaptées à sa symptomatologie. Donc ça, c'est vraiment la première grosse partie de mon Sherpa. Il y a à peu près 180 exercices de thérapie. C'est plutôt de la thérapie comportementale et cognitive. Il y a beaucoup d'exercices différents, beaucoup de parcours différents. Et en fonction de votre profil, les parcours vont vous être envoyés. Et régulièrement, on va vous demander de repasser les questionnaires. Et comme ça, régulièrement, votre profil se met à jour et on vous renvoie des nouvelles activités adaptées à vos symptômes du moment. L'autre gros morceau, alors je ne me souviens plus, ah voilà, là, pardon, non, je vais remettre là. L'autre gros morceau, c'est que c'est le recueil des données. Donc, on en est au tout début, hein, on n'est pas encore vraiment dans ce qu'on appelle le phénotypage digital, mais mon Sherpa, il va recueillir les données de l'utilisateur. Une donnée passive qui est le périmètre de marche, enfin l'activité physique du coup, et des données plutôt déclaratives sur la qualité de son sommeil, sur ses émotions, sur son niveau d'humeur, son niveau d'énergie. Donc finalement, assez régulièrement, le Sherpa, il va vous envoyer des notifications, vous allez lui répondre quelle est votre humeur entre 0 et 10, quelle est votre émotion du moment, comment est-ce que vous avez dormi. Ces données, elles sont recueillies. Elles sont données sous forme de tableaux assez simples à l'utilisateur et surtout, si le patient est suivi, eh bien, elles peuvent être adressées au praticien qui suit le patient parce que pour le praticien, c'est hyper agréable d'avoir finalement un dashboard, un recueil des données de son patient entre deux rendez-vous. Ça, c'est quelque chose qui nous manque, nous, les psys. On n'a pas de données très objectives sur ce qui arrive au patient entre deux consultations. Ben là, grâce au Sherpa, même si c'est du déclaratif, on va déjà avoir un peu un ordre d'idée de ce qui s'est passé pour la personne pendant qu'on ne l'a pas vu. Et puis, évidemment, il y a un lien avec de la téléconsultation. Si la personne le demande ou s'il est détecté des symptômes un petit peu plus sévères, on va l'orienter, on va lui proposer de consulter son médecin ou de téléconsulter si c'est nécessaire. Par ailleurs, on a aussi donc voilà, je vous disais 170 exercices basés sur les thérapies comportementales et cognitives. Et puis sinon, on a aussi une partie plus psychoéducation d'articles médicaux rédigés par des médecins sur toutes les pathologies et les symptômes psy qui existent. Voilà, le parcours, comme je vous le disais, une fois que vous avez rempli les questionnaires, les parcours, ils sont assez ludiques. Donc, soit vous pouvez faire les activités un peu en vrac, soit vous utilisez un parcours. Donc là, vous voyez à droite, il y a le parcours anxiété généralisée, le parcours procrastination, parce que le Sherpa, dans vos réponses, il aura détecté le fait que vous remettez un peu les choses au lendemain, par exemple, et donc il va vous proposer ce parcours avec des activités dédiées. Et puis, il y a vraiment des encouragements, des félicitations, cette notion dont on parlait tout à l'heure de gamification, qui va améliorer finalement l'observance de la personne. Ça va lui donner envie d'aller au bout du parcours. Là, c'est la partie sur le suivi dont je vous parlais. Donc, il y a différentes données de santé qui sont remontées. Vous voyez, par exemple, là, le dashboard de l'humeur. Le patient, il peut aussi retrouver l'historique de ses conversations passées, comme ça, s'il a un exercice qui l'a intéressé ou si lui-même, il a écrit des choses qu'il veut retrouver, eh bien, il peut le faire. Et pareil, le praticien, donc, il va avoir accès au tableau sur son humeur, l'émotion, le sommeil, mais il voit aussi les activités, les exercices réalisés les plus fréquemment par le patient. C'est pareil, ça lui donne une idée. Si le patient, tous les jours, il a fait 3 exercices sur l'anxiété, c'est peut-être qu'a priori, il y a quelque chose à revoir avec le sujet anxiété. Voilà. Ces données, on peut aussi tout à fait, si on en a assez, les anonymiser et les remonter. C'est ce qu'on propose pour la prévention des risques psychosociaux en entreprise. Si suffisamment de collaborateurs ont téléchargé mon Sherpa et utilisent mon Sherpa et qu'on peut donc anonymiser la donnée, eh bien, on va le faire et remonter au RH. Et donc, ça va permettre au RH
de savoir si la tendance des collaborateurs, elle est à l'anxiété, elle est au problème de sommeil, elle est au problème d'addiction. Ça va lui permettre d'avoir un peu la météo morale de l'entreprise et ensuite de donner des conseils, des recommandations, des prises en charge adaptées. Juste un petit mot sur les chantiers qui sont prévus sur l'année à venir. Donc, évidemment, il y a toute cette partie téléconsultation, la synergie entre CARE et Mon Sherpa. Ce tableau de bord professionnel, donc remontée de données aux praticiens, je viens de vous en parler, il est prévu sur le premier semestre pour pouvoir suivre finalement et avoir une photo un peu en vie réelle de son patient entre deux rendez-vous. Donc ça, c'est bien utile aux praticiens parce que ça va lui faire gagner du temps, ça va lui permettre d'aller un petit peu plus droit au but dans sa séance de consultation. Et puis, on est en train d'implémenter du chat parce que parfois, on s'est rendu compte que les utilisateurs, ils avaient envie tout simplement de passer à la version humaine de Mon Sherpa sans aller jusqu'à faire une consultation. Donc maintenant, il va y avoir la possibilité de chatter avec des psychologues qui sont formés. Donc, l'utilisateur, s'il n'est pas bien, qu'il a un petit coup de mou, il pourra passer avec du chat. On continue la gamification, la personnalisation. On est en train de développer le NLP, c'est-à-dire la reconnaissance finalement de certains mots-clés et des intentions de l'utilisateur. Donc, quand l'utilisateur écrit qu'il s'est fait quitter par sa copine, Mon Sherpa va reconnaître l'intentionnalité rupture sentimentale et va pouvoir lui répondre en conséquence et lui adresser des exercices de thérapie en conséquence. On a rédigé, on est assez agile puisqu'on fait tout en interne. Donc là, par exemple, on vient de rédiger 7 ou 8 activités pour les étudiants, justement. On en parlait tout à l'heure sur comment vivre en promiscuité avec ses parents, comment s'endormir le soir quand on a passé 10 heures par jour à travailler sur un écran, comment améliorer sa concentration. Voilà, on essaye évidemment d'améliorer le contenu toujours en continu pour que les utilisateurs trouvent toujours une nouvelle activité qui va leur correspondre. Le phénotypage digital, je vous en ai parlé, c'est donc remonter les données en vie réelle. Et puis, on a un blog qui sort qui s'appelle Question Psy avec des vidéos, des podcasts, des articles. Et le blog, il pourra également se retrouver dans Mon Sherpa. Juste pour terminer, donc c'est le conseil scientifique de Mon Sherpa qui nous accompagne et que l'on voit tous les 3 mois, qui est donc fait de médecins psychiatres, pas mal des psychiatres qui sont plutôt à la PHP et qui travaillent plutôt en recherche et développement sur le phénotypage digital, comme Benjamin Pitra, Stéphane Mouchabak ou Alexis Bourla et Eric Sarmet également. Et puis après, on a également des chercheurs, notamment chercheurs du CNRS, comme Margot Mogiev et Xavier Briffaut. Et nous, nos bureaux, on a une antenne à l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, à La Pitié. Juste pour terminer, mais ça, j'en ai parlé, on peut produire tout à fait du contenu spécifique quand on nous le demande pour certaines populations. Ça a été le cas, on a un partenariat avec l'Université Paris Sciences et Lettres, donc on a produit du contenu spécial pour les étudiants, je vous en parlais. On a également un partenariat avec la PHP. Tout à l'heure, Catherine en parlait très bien également de la souffrance des soignants. Et donc, du coup, on a produit une dizaine d'exercices dédiés au personnel soignant. Pour terminer, un petit mot explicatif sur l'année 2021 également. Pour l'instant, juste pour vous préciser que Mon Sherpa, finalement, contrairement à ce que moi je pensais quand on l'a créé, il est plutôt utilisé par les personnes non suivies. Finalement, ça peut être un premier pas vers la prise en charge ensuite en consultation, mais il y a 75% de nos utilisateurs qui sont plutôt sur des troubles psychologiques assez légers, qui ne sont pas suivis. Encore une fois, c'est la première marche peut-être à gravir. Donc là, en ce moment, on est en train de s'adresser aux praticiens, aux médecins, d'où aussi le prix de l'encéphale, d'où une publication scientifique qui est à venir. Parce que moi, ce que j'aimerais beaucoup, Mon Sherpa, c'est pas du tout du wellness, c'est pas que parce qu'on a un petit souci de sommeil, c'est aussi pour les patients en souffrance psychologique plus sévère, pour les maladies au long cours. Et donc, évidemment, l'idée, c'est que les praticiens puissent recommander Mon Sherpa
entre deux rendez-vous médicaux, notamment aussi parce qu'il y a ce dashboard pour améliorer l'observance. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre intention. Alors, attendez. Merci Fanny. J'arrête mon partage. Zou. C'est vraiment impressionnant dans ce qu'on voit que vous avez fait en si peu de temps et finalement d'avoir quand même un chatbot qui est un vrai chatbot, contrairement à beaucoup de chatbots qu'on voit aujourd'hui. Vous avez réussi à aller au bout vraiment des choses pour proposer des parcours intelligents. Donc c'est vraiment une super initiative en tout cas. Ouais, ça donne... Merci. On prendra des questions. Pour les questions. Alors, du coup, notre quatrième intervenant, je lui laisse passer les diapos, c'est Yannick Trescos, fondateur de la startup Resilize. Je te laisse la main, Yannick. Ouais, je te remercie Delphine. Je vais partager mon écran. Donc déjà, bonjour à toutes et tous. Moi, je suis ravi d'être parmi vous. Je tiens aussi à remercier le Club Digital du coup de m'avoir en fait permis en fait de parler aujourd'hui. Je trouvais toutes les présentations précédentes hyper intéressantes. Moi, je vais focuser un peu plus sur quelque chose qui est finalement revenu dans le devant de la scène avec la santé mentale, qui est tout ce qu'on a entendu parler en fait de stress post-traumatique et ou de psychotraumatisme. Et donc nous, Resilize, on l'a commencé là depuis 2 ans pour mettre justement toute l'innovation au cœur des traumatismes psychiques en se basant sur 2 gros piliers qui est à la fois l'UX, donc l'expérience, on va dire, utilisateur au sens très très large, et la puissance en fait des algorithmes, où vous le verrez, je vais en parler après, c'est l'un des cas bien précis où on peut l'utiliser en psychiatrie et en santé mentale, comme ça a été utilisé aussi en radiologie, par exemple, qui a beaucoup d'années d'avance sur nous, et d'arriver en fait finalement à terme, puisqu'on a une notion très éthique à Resilize, d'arriver sur la digital therapeutics, donc on va dire après de l'investigation clinique poussée en multicentrique, en randomisé. Donc juste en fait, et j'en profiterai sur cette présentation pour remettre un peu en fait le questionnement autour du stress post-traumatique et du traumatisme psychique pour pas qu'il y ait de confusion. Donc il y aura une première partie qui sera un peu pour ça. Je vais essayer de faire pas scolaire en fait du tout, et pour bien en fait remettre en fait dans le contexte et pour pas faire en fait des amalgames qui existent à l'heure actuelle sur la réalité en fait du stress post-traumatique. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, la peur, c'est une émotion totalement en fait naturelle pour n'importe qui, mais dans le cadre d'un événement traumatogène, donc dit traumatogène ou critique, la peur, en fait, le cerveau peut complètement en fait être dépassé par cette peur qui est soudaine, qui va rendre la personne en totale en fait rupture, avec vraiment des notions d'avant et d'après, et finalement c'est pas si anodin que ça, puisqu'en fait les événements traumatogènes, vous pouvez les rencontrer partout, sauf que c'est des situations qui sont assez, on va dire, tabous, mais vous prenez par exemple, ça peut être pour des accidents de la voie publique, des catastrophes naturelles, l'annonce en fait d'un cancer, ça peut être toutes les violences familiales, l'inceste, violences sexuelles, les attentats. Je pense que c'est là le domaine en fait où c'est le plus marqué. Tout ce qu'on appelle en fait les métiers en fait d'uniforme, donc les pompiers, les militaires, les policiers, et puis y compris tout ce qui touche autour en fait de la périnatalité, entre les violences obstétricales, l'accouchement en lui-même, les fausses couches, etc. Et finalement, l'événement traumatogène, ça va être une menace directement pour l'intégrité physique ou psychique de la personne, et elle va avoir en fait un sentiment en fait soit de mort imminente, ou de l'horreur en fait ou de la puissance, que ça soit la victime en elle-même, mais aussi les personnes qui vont être témoins ou qui vont faire écho en fait à leur propre vie. Donc pour comprendre nous ce qu'on développe chez Resilize en fait derrière, c'est qu'il y a 3 grandes étapes. Vous avez vraiment en fait la période de l'événement traumatique, donc de l'événement traumatogène, une période en fait un peu de sidération au départ, mais également en fait entre les 24 heures et le premier mois en fait du trouble de stress aigu, et soit la personne en fait ici va avoir les ressources en fait naturelles pour surmonter cet événement traumatogène, et le fait que le cerveau est un peu disjoncté sans rentrer dans les mécanismes, et si elle n'y arrive pas, il y a de fortes chances et grosses probabilités qu'elle ait un trouble de stress post-traumatique, et plus ça dure dans le temps, plus en fait il va devenir en fait chronique. Donc on dit qu'il devient chronique à partir de 3 mois, et il peut se déclarer 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans, voire 10 ans après. Et il y a 2 types d'événements de psychotrauma. Soit en fait il y a le type 1 ou le type 2, le simple ou le complexe.
Voilà, c'est juste pour savoir en fait qu'il y a une double distinction. Et le psychotrauma, comme je l'explique plusieurs fois, en fait, c'est pas simplement en fait une dépression, et on le verra après, et qu'il y a un certain nombre en fait de symptômes qui sont de la dissociation, des reviviscences, donc c'est des flashs qui reviennent, des dysfonctions en fait cognitives, de l'hypervigilance, les gens ils ne veulent plus sortir, de l'évitement, ils veulent pas retourner en fait sur leur lieu, et que finalement c'est une multipathologie. Le psychotraumatisme, c'est-à-dire que chez 48% des gens, par exemple, il y a un trouble dépressif, vous allez avoir des troubles addictifs chez 20 à 40% des gens, et ce qui est très intéressant et à prendre en compte et qui n'est pas à l'heure actuelle trop pris en compte, c'est que les patients qui sont traités simplement en fait pour des addictions, on va dire qu'il y a à peu près 50% qui remplissent tous les critères en fait du TSPT. Et finalement, on ne peut pas traiter l'addiction si on n'a pas été traité en fait le trauma. Et en tout cas, c'est tous les témoignages et les retours d'expérience en fait de patients qui sont addictifs, donc alcool ou drogue principalement, pour combler en fait de l'anxiété en fait qui était due à un psychotrauma avant. Juste pour remettre en fait dans le contexte aussi, faut savoir qu'à peu près 20% des gens, même en fait sous traitement, vont garder en fait un psychotrauma en fait à vie principalement, et une guérison à 1 an avec prise en charge qui est à peu près à 50%. Plus la prise en charge va être précoce, comme je vous disais, donc soit dans les 24 heures, soit dans le premier mois, il y a 2 fois moins de troubles en fait à 6 mois et des fortes chances qu'il n'y ait pas en fait une chronicité en fait derrière. Ces chiffres-là, donc on a parlé beaucoup de chiffres, mais c'est aussi en fait pour sensibiliser. Il faut savoir en fait que la prévalence sur une vie entière pour la population, c'est 6 à 10%. À peu près 80% de la population vivra un événement en fait traumatogène. Soit ils auront les capacités de surmonter en fait cet événement, soit ils l'auront pas, et du coup ils peuvent en fait déclencher un stress post-traumatique. Donc à titre d'exemple, et je vais pas revenir, vous prenez tout ce qui est périnatalité en postpartum, c'est à peu près 15 à 20% en fait des femmes qui vont faire un stress post-traumatique. Sauf que c'est hyper tabou, que personne en fait n'en parle. Comme le disait Fanny Jacques tout à l'heure, il y a une stigmatisation, et le psychotrauma en fait en fait partie. Et si on fait un peu une analyse en France, finalement il y a une bonne proportion en fait de personnes qui sont à risque de déclencher un psychotrauma ou qui l'ont de manière latente ou dans le déni. Et finalement, on n'a pas d'outils en fait assez efficaces à l'heure actuelle, que ce soit de la détection jusqu'au suivi, aux coordinations. Et les constats en fait ont été multiples tout le long de ce qu'on a pu faire. C'est les méconnaissances, c'est les peu d'outils en fait qui sont disponibles, certaines échelles qui sont pas utilisées. Il n'y a pas d'accès en fait aux soins facile, c'est stigmatisé, et toujours en fait ce manque de coordination. Et finalement en fait chez Easy Life, nous on s'est basé en fait sur plusieurs choses. Déjà on a commencé par réfléchir en fait sur les valeurs de ce qu'on voulait faire, sur les raisons d'être, c'est-à-dire pourquoi on fait telle et telle chose, notre ADN, et on s'est directement nous inscrit en fait dans des objectifs de développement durable de l'ONU, sur le critère 3 principalement, dans l'économie sociale et solidaire, avec un engagement très RSE, justement, où on sent le tournant aussi du monde de la santé en fait qui arrive, où des aspects en fait éco-responsables arrivent. L'une des bases qu'on a fondées, c'est toute une partie en fait UX. Donc en fait, c'est vraiment si vous prenez une maison, c'est vraiment en fait la fondation. Rien n'est fait en fait sans UX. C'est-à-dire que c'est ce que veulent entre guillemets, c'est ce que veulent en fait les patients, les thérapeutes ou autres en fait qui sont développés. C'est pas une techno qui va arriver en fait d'un labo et qui va être mis en place parce que il faut lui trouver en fait son terrain d'application. Et les 5 grandes verticales qu'on a là en développement à l'heure actuelle avec nos partenaires, on est vraiment sur du deep learning. Je vais expliquer juste derrière. Interopérabilité, parce que de toute façon c'est l'avenir de la santé. L'éthique, dès que vous utilisez des nouvelles technologies, dès que vous utilisez en fait les données du patient, il faut avoir en fait une éthique en fait qui est affichée, que ce soit en fait sur des hébergeurs de données de santé. Et voilà, la cybersécurité qui est fondamentale pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un rapport aujourd'hui que je pourrais fournir à ceux qui le veulent, qui a montré en fait que il y a 330 ou 340 000 applis de santé mobile en fait partout dans le monde, et que finalement ils en ont testé une trentaine, et que sur les 30 en fait il n'y a que des failles de sécurité et d'échappement en fait des données de santé par les différentes API en fait qui sont greffées sur les API, en fait, c'est les modules de connexion qui sont derrière les applications. Et donc, il y a un échappement et ils ont réussi à craquer et récupérer les données.
et validation clinique, parce que nous, on ne conçoit pas en fait développer des solutions qui, sur le premier point, en fait, peut être bénéfique pour le patient ou le thérapeute pour son utilisation, sans qu'il y ait une validation clinique derrière, et qu'on s'assure en fait que tout cet écosystème en fait n'ait pas été n'entraîne pas en fait de conséquences, ou notamment dans le psychotrauma, n'entraîne pas en fait une levée de déni, où on sait pertinemment que chez un patient, une phrase, un stimuli extérieur ou autre peut lui faire ressortir un trauma, on va dire un psychotrauma dans le déni, donc suite à des événements traumatogènes de l'enfance ou autre. Et donc, si vous voulez mieux comprendre, il y a certaines choses, du coup, je n'expliquerai pas plus en détail, mais on est vraiment parti en fait sur des algorithmes aussi profonds. Donc, on a les premiers pipelines et des premiers résultats hyper encourageants pour la suite, où finalement, vous prenez en fait une population générale, des hommes, des femmes, des enfants, des femmes enceintes, avec des antécédents. Donc, on prend en fait tous leurs paramètres en fait biopsychosociaux, démographiques, médicaux, les vulnérabilités au stress, plus des facteurs en fait physiologiques qu'on est en train de développer en fait sur le mobile. Et finalement, on est en train de monter en fait différents pipelines de deep learning et de réseaux en fait neurones qui pourront être associés les uns aux autres pour permettre finalement une stratification en fait des risques et d'être très rapidement en fait sur de la détection. Parce que le psychotrauma, plus vous détectez vite, plus vous mettez ça en systématique et plus vous éviterez, on fera baisser en fait les chiffres. C'est notamment le cas pour les enfants, et j'en profite ici pour le dire, c'est que une étude américaine a montré que 60% des enfants sur une cohorte longue, donc une cohorte de 10 à 15 ans, 60% en fait des troubles psychiques de l'adolescence et du jeune enfant sont dus justement à des problèmes en fait de traumatisme dans l'enfance, qui ont été non détectés, non diagnostiqués et non pris en charge. Et finalement, tout le système qu'on est en train de mettre en place va permettre d'avoir des prédictions sur les meilleures voies thérapeutiques en fonction des classifications. Alors, on ne dit pas en fait que ça sera ce schéma thérapeutique ou ce parcours qui sera utile pour telle ou telle personne, mais au moins on pourra personnaliser en fait par des groupes en fait focus beaucoup plus restreints sur le déroulement en fait de la prise en charge. Et ça, c'est des éléments en fait qui sont fondamentaux pour les thérapeutes, qui vont leur donner, comme le disait Fanny Jacques, des éléments en fait hyper objectifs de leur santé pour pouvoir en fait avancer. Alors pourquoi ça passe pas? Donc nous, ça c'était un peu la volonté, et c'est ce que j'ai dit, l'errance thérapeutique, on en parle beaucoup parce que il y a des méconnaissances en fait sur le psychotrauma, et c'est très stigmatisé et très tabou, surtout dans le milieu des professions en uniforme. Et plus on va faire une détection précoce, plus on va pouvoir personnaliser, écouter et sécuriser aussi les pratiques des professionnels de santé en leur donnant beaucoup plus d'outils pour pouvoir avancer. Et ce que je dis en fait, du coup, avec mes collaborateurs et puis les partenaires en fait qu'on a hospitaliers et techniques, c'est que là, avec des solutions comme ça, on va vraiment pouvoir rentrer la psychiatrie en fait dans nous ce qu'on appelle la 6P, c'est-à-dire qu'on a rajouté à la 4P le pluridisciplinaire, parce qu'il faut forcément du pluridisciplinaire pour avancer, et de parcours, parce qu'en fait on n'est plus en fait sur un simple parcours à l'hôpital, on est sur du parcours en fait plus complet en fait de soins ville-hôpital et même en fait au travers en fait du travail. Et ça laisse présager aussi une ambition, qui est la mise en place en fait du jumeau numérique en fait dans les psychotraumatismes, et peut-être plus après sur les pathologies en fait de santé mentale, pour justement arriver en fait à mieux cibler et à mieux appréhender en fait les psychotraumas. Donc juste en fait pour dire un peu l'équipe, on est trois professionnels de santé, 3 membres d'une même famille, pharmaciens, médecins et infirmières. Donc pour moi-même aussi patient, expert en fait en PTSD, ancien pharmacien militaire. Et du coup, voilà, nous on est vraiment, on prône à l'heure actuelle la Health Tech for Good, et surtout on peut faire de la deep tech entre parenthèses, entre guillemets, c'est même si le mot est galvaudé, mais on peut faire énormément de choses à l'heure actuelle, tout en étant en fait sur une politique en fait très RSE et beaucoup plus éthique et proche de l'économie sociale et solidaire. Donc en fait, on a pas mal de partenaires et de collaborateurs. On est chez Inco, donc on travaille avec RMC Santé et Pfizer. On est membre de Impact France, et Tech for Good, du pôle Médicène. Beaucoup de développement à Centrale Supélec, et puis des partenariats qui vont être officialisés et rendus publics en fait dans les prochaines semaines ou prochains mois
avec des très gros acteurs en fait qui nous rejoignent en fait sur toutes ces valeurs. Donc voilà, je vous remercie en fait de votre attention. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, vous avez mes coordonnées, et puis autrement, voilà, je suis disponible pour le Q&A juste après. Parfait. Merci Yannick. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. On va avoir un temps justement pour poser des questions à l'ensemble des intervenants. Déjà, merci Catherine, Adèle, Fanny et Yannick. C'était vraiment très enrichissant et un sujet qui est vraiment aujourd'hui, on le voit, au cœur de l'actualité. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans le chat pour nos intervenants? J'ai fait un peu le tour là, des commentaires qui ont eu lieu. Il y a eu beaucoup de questions, ou les questions qui ont été posées ont déjà eu des réponses, soit via Adèle ou d'autres personnes. Par contre, il y avait quelques remarques pour enrichir un peu ce qui a été dit en première partie par Catherine. Notamment, il y a un projet qui s'appelle Trevor, qui concerne plutôt les jeunes LGBTQ. Et qui permet en fait d'avoir de l'info sur ça. Je crois qu'on va essayer de vous partager le lien. Et puis il y avait un autre projet, je crois que c'est l'université Vanderbilt, je crois que ça doit être en Belgique, qui a aussi mis en place un projet mêlant IA et data sur les apprentissages automatiques. Ça, c'est les quelques remarques intéressantes à partager. Après, le reste, c'est des questions, des ping-pong en questions-réponses qui sont déjà été abordées dans le chat. S'il n'y a pas de questions, moi, par contre, j'en ai. J'ai toujours plein de questions. J'en avais une pour Fanny. Je voulais savoir si finalement le succès de Mon Sherpa, ce n'était pas finalement le côté de gamification qui apporte justement plus d'adhésion des patients. Est-ce que ce n'est pas forcément la clé, la gamification de la solution? Alors, oui, je pense, tout à fait. C'est-à-dire que nous, on l'a quand même vu au départ. Alors, en plus, moi, c'était pour le coup pas forcément trop mon truc, quoi. En tant que psychiatre, je connaissais pas forcément tous ces concepts. Et donc, j'y ai été éduquée. Et donc, la gamification, oui, à visée thérapeutique, ça améliore vraiment la rétention. Au début, Mon Sherpa, sur les 6 premiers mois, on avait un taux de rétention d'utilisateurs qui revenaient au bout de 28 jours qui était quand même faible. Les applis en santé mentale, on est autour de 5-6% de taux de rétention à un mois. On était bien en dessous. Et donc, on a vraiment bossé sur cette partie-là. C'était notre plan un peu dernier trimestre 2020, là. Faire des parcours, féliciter, encourager. Là, il vient de sortir, il y a des petites citations tous les jours, etc. Ça peut paraître tout bête, mais on a assez vite obtenu les résultats de nos efforts avec un taux de rétention qui est semblable aux autres applis de santé mentale, maintenant environ 6%. Donc oui, tout à fait. Pour toutes les personnes qui veulent faire des applis en santé, il faut qu'il y ait ce côté game. Et en fait, ça n'enlève en rien la partie thérapeutique ou sérieux ou crédible. Ça peut être le Sherpa qui monte sa montagne de plus en plus et qui arrive au sommet. Et le patient, il va être super content, il va se sentir gratifié et ça n'enlève en rien la crédibilité de l'appli finalement. C'est ce qu'on voit en tout cas dans les solutions qui marchent le mieux, c'est dès qu'il y a un petit peu de gamification, ça fonctionne bien. J'avais une question de Pierre Andrian qui c'était pour Fanny. Oui. Sur la volonté d'étendre les chats à des assistants vocaux comme Alexa ou HomePod. Oui, j'ai vu passer cette question et j'ai vu ma collaboratrice Joséphine qui est ici et qui a répondu. Mais pour en dire un peu plus, non, je ne pense pas parce que là, la volonté, enfin nous, ce qu'on a ressenti chez les utilisateurs, parce que le côté sympa, c'est qu'on utilise nos utilisateurs, on leur pose pas mal de questions sur justement de quoi ils ont envie maintenant, quelles fonctionnalités, quel contenu, est-ce que, je sais pas, moi, c'est le couple qui les intéresse ou le télétravail, ou est-ce que c'est le chat ou est-ce que c'est autre chose. Et quand on leur a demandé, c'était quand même vraiment passé à un vrai humain, entre guillemets, quoi. Avec du texte humain très personnalisé. Donc, a priori, non, on s'oriente là vers du chat. Et peut-être du coup que ça peut être une autre façon d'amener une personne qui aurait envie de consulter, d'y aller, quoi. D'abord, elle fait du chatbot. Ensuite, elle fait du chat avec le praticien. Si les réponses lui semblent pertinentes, peut-être qu'elle va avoir envie de faire une consultation avec ce praticien finalement.
Finalement, après, il y a une question, mais qui est un peu peut-être pour tout le monde, pour tous les intervenants, c'est justement sur est-ce qu'il existe aujourd'hui des patients experts en santé mentale ou des associations de patients? Puisqu'il y en a beaucoup dans d'autres, finalement, sur d'autres thématiques, d'autres pathologies, mais est-ce que sur ce côté santé mentale, on voit émerger des patients experts ou des associations de patients qui commencent à émerger? Nous, sur mon Sherpa, juste les patients experts, oui, on en utilise. On en utilise, entre guillemets, régulièrement pour faire des groupes qualitatifs et leur demander leurs besoins. Donc, ça, en tout cas, oui, ils existent. Oui, il y en a beaucoup en fait, parce que nous, on bosse principalement avec les patients experts ou patients partenaires. Tout dépend en fait du degré. Quand on dit patient expert, c'est qu'il est autonome en fait sur sa pathologie. Donc en fait, il est capable en fait, il connaît très bien sa pathologie, il est capable en fait d'expliquer ou de pouvoir aiguiller en fait une personne. Donc voilà, et d'apporter un certain nombre de choses. Et les associations de patients en santé mentale, il y en a un certain nombre. Alors moi, je connais plus sur le psychotrauma, le psychotraumatisme. Il n'y a pas réellement en fait d'association de patients. C'est généralement en fait des associations en fait de victimes. Mais les choses commencent à se structurer sur les patients qui sont bipolaires, chez les patients schizophrènes, beaucoup d'associations de patients en fait sur ça, des associations de pères aidants. Ce qu'il faut pas oublier, c'est quand on parle en fait de santé mentale, notamment pour ces gens-là, ils ont besoin, on a tous besoin en fait entre guillemets de pères aidants, et il faut remercier aussi, j'en profite là, toutes ces personnes en fait qui sont pères aidantes en fait de personnes qui ont un trouble psychique, quel qu'il soit, à quelques degrés en fait qu'il a. Et voilà. Et donc il y a aussi en fait des associations en fait de pères aidants. Il y a des formations en fait pour être père aidant pour ceux en fait qui le savent pas. Maintenant il y a des formations pour former des secouristes en premier secours de santé mentale. Donc ça a été quelque chose qui a commencé en fait il y a 1 an, et je trouve ça très très bien parce que ça permet de prendre en charge ou de pouvoir aiguiller rapidement des personnes qui en auraient besoin et qui sont en souffrance vers des structures adaptées. Moi, je rajouterais juste que SPS, c'est une association de professionnels de santé, mais qui sont devenus patients eux-mêmes. Donc voilà, c'est à la fois ambigu et un peu paradoxal, mais néanmoins très riche, dans le sens où les professionnels de santé qui nous consultent, en fait, sont eux-mêmes patients et en souffrance ou en volonté de pouvoir s'en sortir. Mais les plus grands ambassadeurs, effectivement, qui revendiquent un certain nombre de services sont les gens qui ont souffert et qui peuvent en parler eux-mêmes. Et nous-mêmes, on fait des formations par les professionnels de santé, pour les professionnels de la santé, pour repérer et prendre en charge leurs pairs. Et en fait, tout le réseau de SPS est composé par des professionnels de la santé pour les professionnels de la santé. Donc, c'est ni une association, enfin, c'est pas une association de patients, mais quand même, c'est une association de patients de professionnels de santé. Ouais, c'est très clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos intervenants ou sur le sujet plus globalement de la santé mentale? Il n'y a pas d'autres questions. À ce moment-là, on va peut-être conclure la session. Donc, merci beaucoup en tout cas d'être venu participer à cette rencontre IRL. Donc, la prochaine aura lieu dans le cadre donc, de Santé Expo. On communiquera prochainement avec l'horaire exact et la date. Et ce sera consacré du coup à la gamification à l'hôpital. Ce sera animé du coup par Didier Ménessier qui fait partie du coup des animateurs du club. Donc merci beaucoup à tous et puis on vous donne rendez-vous très prochainement. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux, le site internet, Twitter avec le hashtag HSMUFR et puis tous les autres canaux qui sont associés. En tout cas, merci beaucoup à tous les intervenants et à tous les participants. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Il reste Au revoir. Merci, au revoir. Il reste lié.